Merci de cette invitation. Je suis un peu le trait d'union entre ces étudiants qui représentent un peu l'avenir et tous ceux qui sont vraiment expérimentés et surtout expérimentés dans l'enseignement du droit de l'OMC et dans la mise en œuvre de son droit et de son développement au sein même des institutions. Donc, l'approche qui a été prise par les organisateurs depuis le début est une approche plus de droit public, un peu ce que je faisais quand j'étais à l'OCDE. Et là, je veux vous juste ajouter au colloque une autre façon de voir l'OMC. J'ai choisi de revenir ici en 1995, après avoir passé 10 ans en Europe. Et pour vivre ici, il faut vendre des services. Et on vend des services au secteur public, vous comprenez que je ferais faillite. Donc, on vend des services au secteur privé. Donc, à quoi sert l'OMC pour un avocat de pratique privée? C'est un peu l'angle que je vais prendre. Et vous, futurs étudiants, vous avez deux choix. Soit vous vivez ici, vous êtes fonctionnaire, ou vous quittez et vous allez vivre à Washington ou ailleurs. Et il y a des chances que le gouvernement canadien vous engage si vous êtes à Washington. Là. Le plan. Donc, dans ce contexte-là, j'ai peu de temps, donc je vais essayer en 10 minutes vous donner un aperçu. Mais le droit de l'OMC, c'est, vous avez compris, une opportunité. Une opportunité importante pour toute personne qui travaille un peu dans le domaine international. Mais vu que le cœur de ma pratique, ce sont des entreprises, souvent, l'entreprise voit l'OMC comme une atténuation des facteurs de risque. Donc, je reviendrai sur cette question. Voit aussi l'OMC comme un obstacle à franchir. Et finalement, dans le cadre de la pratique, on parle de l'OMC comme organe un peu et comme un réseau. Et donc, c'est un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour faire des contrepoids et pour avoir une source d'information incroyable. Opportunité. Évidemment, opportunité pour appuyer des gouvernements. Il existe des mandats pour aider, et j'ai participé à quelques-uns, par exemple, l'Algérie à devenir membre de l'OMC. Donc, l'enjeu était d'écrire des lois pour mettre en œuvre le code sur les obstacles techniques au commerce. Donc, il s'agit de suivre la recette du code, puis boum, c'est bon pour l'Algérie. Il y avait, par exemple, en Algérie, un règlement technique qui disait que seuls les savons d'un certain format pouvaient être vendus. La raison était que le fabricant de savons en Algérie avait un moule de cette taille-là, et donc les concurrents ne pouvaient pas vendre des savons de tailles différentes. Donc, il y a eu à faire des petits ajustements. Pour des raisons politiques, l'Algérie n'est pas toujours membre, mais on a fait un bon travail, au moins dans le secteur. Il y avait la Lituanie aussi qui devenait membre de l'OMC. Donc, il fallait expliquer à la Lituanie, vous avez l'habitude de négocier avec le frère russe. Mais là, aujourd'hui, dans le cadre de l'OMC, vous savez, la Nouvelle-Zélande, vous n'avez jamais entendu parler, veut maintenant exporter ses agneaux chez vous et vous devez lui accorder des concessions. Et parce que vous allez entrer dans l'OMC, vos droits de douane vont être plus élevés. Donc, là, pour faire plaisir à la Nouvelle-Zélande, vous devez ajuster et peut-être même donner une compensation. Alors, pour certains pays qui adhèrent à l'OMC, ils ont besoin d'expertise pour leur expliquer un peu quelle est cette nouvelle bébite. Le deuxième élément, lorsqu'on appuie les gouvernements, on peut aussi conseiller, c'est plus rare, ou intervenir dans des différends. Alors, si vous voulez développer une pratique pour aider des gouvernements à participer à des différends, changer de pratique, ou bien non. Trouver quelqu'un de sympathique pour vous faire vivre parce que vous n'aurez pas de mandat et surtout pas du gouvernement canadien. Cependant, si vous voulez des mandats intéressants, les groupes d'entreprises, eux, ont beaucoup plus à offrir. Parce que les groupes d'entreprises vont demander des avis. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que l'OMC? Est-ce que l'OMC me permettrait d'avoir une subvention? Si oui, de quelle façon? Est-ce que l'OMC est équitable? Si oui, comment l'est-elle? Comment puis-je parler à mon député pour améliorer l'OMC? Comment pouvons-nous participer dans les négociations? Je regarde au niveau canadien, je pense que c'est seulement Bombardier qui avait une approche face aux négociations de l'OMC.
Toutes les autres entreprises, elles étaient inexistantes, sauf des associations d'entreprises qui, elles, voulaient prendre part et participer. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Dans le domaine des différends, règlement des différends, moi j'ai participé à un différend qui était fabuleusement intéressant, c'est celui de l'amiante. Donc le rôle de l'avocat, c'est d'expliquer à des fonctionnaires à Ottawa quelle est la réalité de l'amiante chrysotile, amphibole, etc. Et pour expliquer qu'il peut y avoir des utilisations sécuritaires, et donc pour aider le gouvernement canadien à présenter la position du Canada. Et finalement, l'essentiel, et je crois que je vois ici dans la salle plusieurs avocats en pratique privée qui, je crois, pourraient partager un peu l'approche que je vais expliquer par la suite, qui est que nous conseillons des entreprises pour faire affaire au niveau international. Et dans ce cadre-là, l'entreprise regarde le monde puis dit, est-ce que je m'en vais faire affaire en Russie? Est-ce que je m'en vais faire affaire en Arabie saoudite? Est-ce que je vais faire affaire avec un autre pays? Là, la question, c'est dit, pas de problème, mais il y a des risques. Mais là, je suis capable de dire, wow, vous savez que maintenant, la Russie fait partie de l'OMC. Et donc, ça veut dire que les droits de douane devraient être normalement fixes. Ils ne peuvent pas jouer avec. Ils ont des clauses, des engagements de non-discrimination. Vous pouvez aller voir votre banquier puis lui expliquer qu'on fait affaire dans un cadre stable. Il dit, oui, mais il y a des sanctions contre les Russes. Oui, je sais, mais l'OMC ne règle pas tout. Il règle quand même certains facteurs de risque, mais il en reste d'autres. D'autres comme le taux de change, d'autres comme les impayés, d'autres comme un mauvais partenaire, d'autres. Mais l'OMC est quand même important dans l'esprit des gens qui se sentent plus rassurés parce qu'il y a un système, parce que vous travaillez à avoir un système plus prévisible, parce que les pays doivent publier leurs lois, et plus transparent, et puis aussi non discriminatoire. C'est la même chose dans le domaine des services, avec les listes, qui sont toujours très intéressantes pour comprendre l'état d'ouverture d'un pays. Et finalement, la propriété intellectuelle. Souvent, les clients ils disent, « Hey, est-ce qu'on fait affaire avec la Chine? » Pas de problème. La Chine doit avoir des lois sur les brevets de 20 ans, marques de commerce, dessins industriels, secrets commerciaux, droits d'auteur. Je dis, oui, mais j'ai entendu dire qu'il y en a qui ont été... C'est vrai, mais voyez-vous, l'OMC, c'est un long processus. Ils doivent former leurs juges. Ils doivent, penser que d'un régime communiste où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils deviennent un régime capitaliste. Ça prend un certain temps de changer les états d'esprit des juges, des policiers, etc. Et donc, c'est un train en marche qui atténue les facteurs de risque. Et finalement, il y a le système de règlement des différends qui vous avez soulevé certains problèmes, mais qui, dans les faits, peuvent régler beaucoup de litiges et de problèmes et garder une certaine check and balance pour s'assurer que les pays respectent les règles. C'est vrai que si un pays savait qu'il allait payer une indemnité financière si jamais il ne respecte pas les règles, peut-être qu'il respecterait plus les règles. Mais ça, c'est un aparté. Alors, l'OMC, c'est aussi un obstacle. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les Européens, ils ne veulent pas de notre bœuf aux hormones. Et ils se sont vengés contre les producteurs de foie gras, de fromage, etc. Puis les États-Unis et le Canada, les deux, se sont mis à l'attaque. Alors, à un moment donné, je rencontre un brave producteur de foie gras qui dit « J'en ai marre, moi, des sanctions commerciales, parce que je vends mon foie gras, puis les droits de douane montent, je ne peux plus avoir accès au marché américain, puis après, ils baissent, puis ils montent. » Alors, il a dit « Pas de problème. » Donc, il est venu ici. Donc, à cause de cet obstacle que présentaient les sanctions commerciales, il est venu ici en important son foie gras cru. Il l'a cuit ici, puis il le vend maintenant aux États-Unis avec 0 % de droits de douane. Donc, c'est un obstacle contournable. Deuxième élément, un obstacle pour nos entreprises. Vous savez, nous autres, on est un petit pays, un grand pays au niveau espace, mais au niveau économique, pas très grand. Et on a des fois besoin de venir en aide à des entreprises locales. Et l'OMC, avec toutes ces règles de non-discrimination, peut empêcher un peu un coup de pouce que des politiciens voudraient donner à leurs entreprises locales. Donc souvent, l'OMC est vu comme quelque chose qui les empêche de se développer, et donc ils redoublent d'énergie pour essayer de trouver des solutions qui
leur permettrait d'avoir ce coup de pouce dont ils ont besoin. Enfin, c'est le dernier point, l'OMC, c'est un réseau. Je me rappelle, il y avait un importateur de produits homéopathiques pour des animaux. Le ministère de la Santé de l'époque, qui était bien représenté, avait adopté des règles pour les produits avec un DIN, un Drug Identification Number pour les produits pour les animaux, mais avait oublié tout le volet santé naturelle, homéopathie. Donc, ça laissait la situation suivante, que lorsque l'importateur de produits homéopathiques, qu'on pourrait tout manger dans nos céréales sans que ça nous cause des problèmes particuliers, donc pas de risque pour la santé, arrivait à la frontière, le douanier disait « il faut le Drug Identification Number ». Bon, alors évidemment, un producteur de produits homéopathiques n'est pas capable d'obtenir ce numéro-là parce que c'est trop compliqué. Cependant, le producteur local, lui, qui faisait le même produit, il pouvait le vendre sans problème. Parce que lui, il ne franchissait pas la frontière, puis il n'y avait pas des agents qui allaient inspecter dans toutes les fermes. Donc, discrimination flagrante, parce qu'on favorise les... Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Face à un gouvernement, surtout le ministère de la Santé, ils sont intraitables. On va donc voir l'Union européenne, puis on dit, délégation de l'Union européenne, il faut faire quelque chose, exercer des pressions à l'OMC sur le Canada. Puis là, on prépare tous nos mémos pour que le fonctionnaire de l'Union européenne a à faire forward. Ça, c'est vraiment important. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, si vous voulez faire travailler un fonctionnaire, montrez-lui un bouton forward. Mais pour ça, il faut comprendre l'OMC, puis il faut savoir quoi écrire dedans. Et donc, on a utilisé l'OMC comme un contrepoids pour justement exercer des pressions sur notre propre gouvernement qui avait un comportement discriminatoire à l'égard des produits importés de l'Union européenne. Un autre aspect du réseau, ce sont les participants aux réunions. Combien de fois on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans tel pays, etc. Et donc, au niveau réglementaire pointu. Alors, c'était plus facile avant, mais c'est toujours possible quand même, c'est d'avoir accès à la liste des participants aux réunions des comités techniques. Puis là, on appelle un brave fonctionnaire dans le fond de la Hongrie ou je ne sais quoi. Si la personne a été à Genève, c'est qu'elle parle un minimum d'anglais. Alors, on l'appelle, il dit « Hey, my friend ». Et puis, on explique, vous étiez à Genève, puis il dit « Ah oui, j'étais à Genève ». Puis là, on vient de mettre le projecteur sur eux. Mais c'est fantastique parce que ça vous donne l'occasion d'avoir des fonctionnaires intelligents qui sont un peu partout dans les gouvernements. Et l'OMC est pour ça une source d'information magnifique. Source d'information également pour des rapports, les études sur les différents pays. Et j'en passe parce que vraiment, c'est une riche source d'information. Donc, la conclusion, c'est quoi? L'OMC, opportunité. Deuxièmement, OMC est utile pour les entrepreneurs. Mais j'aimerais laisser un dernier bémol. Le bémol, c'est que l'entrepreneur a des ressources pour avancer. Mais lorsqu'on lui dit, écoute, on va faire changer la politique canadienne en matière de produits homéopathiques, il dit, wow, ça va me coûter encore pendant 2-3 ans de service. Il n'est pas prêt à faire ce genre d'éléments-là. Donc, et dans le dossier de l'amiante, par exemple, l'industrie a pu se tenir debout parce qu'elle a reçu des subventions pour se tenir debout. Donc, comprenez-vous, l'entreprise peut participer, mais celle qui a participé, c'est celle qui recevait une aide d'une certaine façon pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour dévier de son but premier, qui est celui de faire des profits immédiats, mais de rentrer dans une approche plus systémique, approche que vous favorisez dans votre vie quotidienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Collat, d'avoir accepté de jeter ce regard très concret, lucide sur la pratique, ce que ça peut impliquer le droit de l'OMC pour des entreprises au quotidien. On a pris un tout petit peu de retard, mais il faut quand même prendre peut-être quelques minutes pour vous poser des questions, faire des commentaires, peut-être même un droit de réplique aux fonctionnaires qui peut-être ont l'impression de faire plus qu'appliquer sur Forward.
Alors, quelques minutes, on prend vos questions. C'est comment? Bonjour, Monsieur Collin. Merci beaucoup à tout le monde. Je m'appelle Angélica Guzman. Je suis étudiante à l'Université Laval, maîtrise en droit international. Et je suis avocate mexicaine. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Dans le cas de la pratique, si un client vous demande votre avis, parce qu'il veut exporter son produit à un pays déterminé, et on trouve qu'il y a beaucoup de barrières dans ce pays, pardon, est-ce que vous pouvez les suggérer un autre pays où c'est possible de... Oui, parce que finalement, je crois que l'importance pour un avocat, c'est de résoudre les problèmes et trouver la solution au client et pour qu'il soit vraiment gagnant. Ouais. Donc, est-ce que vous le faites ou c'est possible ou non? Merci. Votre question est intéressante et montre aussi ou peut-être qu'on peut prendre d'autres questions. Bien sûr. Commentaires, questions? Oui, okay. Ouais. Oui. Je veux juste dire combien c'est important le lien entre les entreprises et les gouvernements pour l'efficacité de l'OMC. Quand je suis arrivée à l'OMC assez tôt, on m'a envoyé en Inde parler à la Chambre de commerce. Et la première chose qu'ils m'ont dit là-bas, c'est que le gouvernement ne les avait pas assez consultés. Puis leur gouvernement avait fait des concessions tarifaires sur des produits pour lesquels, eux, ils n'auraient pas voulu du tout de concession, alors que d'autres n'auraient pas été faites et auraient pu être faites. Alors, surtout dans les domaines où est-ce qu'il y a des listes, et c'est spécifique à des secteurs, c'est très important, je pense, pour l'efficacité, qu'il y ait une bonne relation entre l'entreprise et le gouvernement. Et ça, je suppose que les avocats dans le secteur ont un rôle primordial. Un rapide commentaire, Bernard. Comme praticien aussi, je partage tes soucis et ton approche au niveau de la mise en œuvre de ces obligations internationales dans le secteur privé. Et simplement rajouter un commentaire dans notre pratique quotidienne, la mienne en anti-dumping, où on tente, où on cherche, on souhaite faire invoquer des dispositions de l'OMC, des décisions qui sont rendues dans le cadre du dispute settlement, pour les faire appliquer en droit positif canadien. Ça relève souvent d'une certaine gymnastique, d'une acrobatie assez accrue, afin d'avoir l'apport des tribunaux et le soutien dans ce cadre-là. Il y a une résistance importante. On dirait que c'est deux systèmes de droit qui, des fois, ne se parlent pas très, très bien. Mais merci encore. Alors, un commentaire en réplique là, de la part d'un fonctionnaire et avocat au sein du gouvernement fédéral. La raison principale pour laquelle il y a très peu de mandats qui sont confiés aux avocats du secteur privé en matière de règlement des différends à l'OMC, c'est qu'il y a un groupe d'avocats au sein du gouvernement fédéral qui fait ça. Donc, qui est spécialisé, qui ne fait que du droit de l'OMC, qui donne des avis à tout le gouvernement fédéral sur des questions de droit commercial international et qui représente le gouvernement du Canada dans le cadre des différends lorsque le gouvernement est plaignant ou lorsque le gouvernement se défend. Et puis, dans ce contexte-là, je peux témoigner d'expérience. Il s'agit de plus que de simplement d'appuyer sur un bouton forward parce qu'on fait tout. Voilà. Merci, ça me fait plaisir de dire un mot pour Bernard Collac, qui était un de mes anciens étudiants à la Sorbonne. Je n'ose pas dire il y a combien de temps, parce que ça me vieillirait moi davantage. Mais votre conférence, c'est exactement, j'en disais un mot avec Charles Emmanuel, ça montre la lacune profonde du système commercial sur le plan juridique. Il n'y a pas d'effet direct. Donc le commerce, il est libre. Mais les bénéficiaires du commerce, qui sont les agents économiques normaux, un, ils n'ont pas accès à un règlement des différends, et deux, ils ne peuvent pas profiter des règles internationales si leur pays ne les a pas transcrites correctement. Donc ça, ce serait complètement réglé si effectivement on admettait que les règles du commerce international, l'OMC et autres, soient directement applicables en droit interne. Il y aurait énormément de problèmes qui seraient résolu, et ça n'aurait pas d'incidence négative sur votre profession, parce qu'au lieu d'être lobbyiste, vous seriez purement juriste.
mais c'est parfait. Merci de toutes vos questions. Pour Mme Guzman, moi j'ai compris une chose. Je mets une barrière entre le commercial et le juridique. Si je deviens un commercial, je change de travail. Mon client prend le risque commercial, moi je prends le risque juridique. Donc, oui, je peux suggérer un autre pays, mais au niveau juridique, mais je n'irai pas lui dire, je vais lui laisser le risque commercial. Vous comprenez? Au niveau des rapports avec le gouvernement, l'Union européenne est un bon exemple où il y a un système qui est mis en place pour permettre aux entreprises de parler à leur gouvernement. Ici, le système pour parler à notre gouvernement, il faut voter pour le gouvernement en place. Ça a du mérite, parce que finalement, il y a 2-3 gouvernements, il y a 2-3 partis, alors on peut être amis avec les uns et les autres. Mais c'est un système beaucoup plus informel et que si on veut que notre dossier soit pris en compte, il faut exercer des pressions au niveau politique pour qu'il soit pris en compte. Et ensuite, le politique dit aux fonctionnaires, OK, on engage un différend contre tel et tel pays ou pas. Donc, je souhaite qu'on puisse prendre modèle sur d'autres systèmes qui permettraient de rendre public, comme aux États-Unis ou ailleurs, de permettre aux entreprises justement d'expliquer que tel et tel pays impose des restrictions et que le gouvernement puisse, sur cette base, épauler, quelle que soit la couleur politique de l'entreprise. Je dois être bref. Alors, je ne suis pas trop fort dans la nuance, mais le message est quand même là. En ce qui concerne le dumping, mais c'est un domaine que je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment puisé dans l'expérience de l'OMC des décisions ou des pratiques ou des interprétations ou des implications d'autres pays qui appliquent le même code, finalement, pour pouvoir aider le tribunal à prendre des décisions. Il y avait un monsieur... au niveau des fonctionnaires, amener un fonctionnaire à faire ce que l'entreprise veut faire, c'est là que vous prenez une certaine distance. Alors, pour vous réchauffer, il faut bien préparer le travail. Au niveau de l'équipe qui règle les différends, on a des amis de longue date comme You et autres qui font un excellent travail. Et je dois vous dire que l'équipe canadienne est forte et solide. Et il n'y a rien de mieux que peut-être être plus fort et plus solide et d'engager. Il y a une demi-douzaine de bons avocats ici qui pourraient épauler cette équipe forte et solide. Et finalement, je me tourne vers mon professeur Caro. J'ai beaucoup apprécié. C'est lui qui m'a permis de comprendre qu'il existait un système international, une communauté internationale et des règles internationales. Et c'est lui un peu qui m'a donné la passion de poursuivre plus loin, la chance de le faire. Et dans ce cas-là, on a créé une association des anciens qui est devenue la Société de droit international économique. Et plusieurs ici étaient membres de cette Société de droit international économique dans les années 80. Gabriel en a hérité au niveau canadien. Et ça a permis à beaucoup de talents d'éclore et de se retrouver un peu partout. Donc, ça, c'était un élément. Et j'aimerais aussi conclure. Hier, on a parlé de différentes règles, cohérence, etc. Et je souligne une initiative prise par Joanne Broder, qui était d'amener un groupe de juristes pour écrire sur la cohérence du système international. Et c'est très rare que des acteurs privés s'engagent pour réformer le système de façon globale. Et l'initiative de Joanne a permis d'écrire un livre sur les incohérences du système et la façon de le rendre plus cohérent avec les règles internationales. Donc, voyez-vous, il y a des initiatives aussi du secteur privé qui amènent à transformer le système de façon générale pour le bénéfice de tous. Voilà. Merci.